Je vais compléter les notions de la deuxième semaine avec une troisième petite capsule, une toute petite capsule, afin de me permettre de compléter la théorie que j'avais l'intention de voir pour cette semaine-ci. À noter que, soit dit en passant, euh, que j'ai remarqué au printemps passé, là, lorsqu'on a donné des cours en ligne pour la deuxième moitié de la session, que c'est plus rapide. Le cours, au niveau des notions théoriques, là, se déroule plus rapidement en ligne qu'en présentiel. Donc, je vais essayer de faire en sorte de ne pas aller trop vite et de m'ajuster. J'essaie de me fixer des objectifs à chaque semaine, quelle notion je vais voir. Et il pourrait y arriver que, euh, même si chaque semaine on prévoit trois périodes de 50 minutes à peu près, là, il pourrait arriver pendant la session qu'il y a des semaines qu'il y a seulement deux capsules. Parce que je ne veux pas aller trop vite, trop rapidement dans la session, étant donné que, comme je l'ai spécifié, comme je l'ai dit, comme je l'ai fait remarquer, ça va toujours un petit peu plus vite en ligne qu'en présentiel. Peut-être parce que j'ai pas de questions, donc c'est peut-être pour ça aussi, mais j'ai remarqué ça. Donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre un petit 20 minutes là, pour une troisième et dernière capsule, d'autant plus que la capsule précédente avait duré un petit peu plus, autour d'une heure, même un petit peu plus qu'une heure. Donc, pour compenser, je vais faire une capsule plus petite. Donc, les réactions secondaires. Donc, j'avais passé du temps sur les deux dernières capsules à décrire quelles réactions qu'il y avait lors du plaquage, réaction d'oxydation à l'anode, réaction de réduction à la cathode. Euh, Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que très très souvent en plaquage, les réactions qui ont lieu euh, à la à la cathode et à l'anode, c'est surtout à la cathode par contre que ça va se passer. Euh, c'est pas euh, c'est pas une seule réaction souvent. Donc il va y en avoir deux ou plusieurs. Il n'y aura pas uniquement la réaction que l'on désire avoir, comme par exemple la réduction d'un lion métallique en métal. Donc en plaquage électrolyte à queue, plusieurs ions positifs, là, dans le cas de l'électrode cathodique, vont pouvoir avoir accès à la surface de la pièce à plaquer et pouvoir se réduire si le potentiel électrique le permet. Donc, ces ions-là qui se retrouvent dans l'électrolyte sont de plusieurs types. La première, ce sont les ions de sel, comme par exemple lorsqu'on fait le plaquage au nickel, il y a aussi il y a d'autres métaux dissous qui accompagnent les additifs. Il peut y avoir aussi métaux en trace dans l'électrolyte, donc des ions métalliques, autres que les ions métalliques que l'on désire plaquer, qui proviennent de différents sels. Les ions de substances d'addition, comme par exemple, lorsqu'on fait du plaquage au cuivre, très souvent ça se fait en milieu acide, donc un mélange d'acide sulfurique et de sulfate de cuivre. Ben, lorsqu'on mélange de l'acide sulfurique dans l'eau, ben dans la dissociation, ben, il y a des protons, il y a des ions H+, qui eux aussi sont attirés à la cathode. Les ions produits par la dissociation de l'eau, donc si le potentiel est suffisant, s'il est assez grand, là, tant aux anodes qu'aux cathodes, on va avoir la décomposition de l'eau qui peut survenir. Donc, dissociation de la molécule d'eau pour, d'un côté, former des protons, des ions H+, et des OH-. Les ions permanents ou temporaires produits par la réaction des ions les uns avec les autres, comme par exemple, lorsqu'on travaille en milieu en sel de chlorure, ben, il y a de l'oxygène dissous aussi dans l'électrolyte, là, surtout par l'agitation. Puis ce qui peut exister à ce moment-là, c'est l'ion hypochlorite, qui est réaction de l'oxygène dissous avec le chlore présent dans la solution, qui est un ion négatif et qui, à la cathode, ou à la c'est-à-dire oui, à la cathode, peut réagir pour donner des molécules d'eau et des ions chlorés. Donc ça, c'est une réaction qui peut avoir lieu sur la surface de la cathode.
Finalement, il existe aussi des ions permanents ou temporaires produits par des ions réagissant avec les composés non ionisés. Donc, on parle de molécules qui ne sont pas non ionisées, ben, on parle souvent, là, le plus souvent, c'est la molécule d'eau elle-même, de la solution, qui peut réagir avec l'hypochlorite pour former des complexes, dont de l'oxygène, et produire des électrons, et ça va se faire à l'anode, cette réaction-là. Donc ça, c'est des réactions qui peuvent avoir lieu. Réactions secondaires. Maintenant, efficacité cathodique. Donc on sait qu'on avait parlé d'efficacité de courant déjà. L'efficacité cathodique, c'est la quantité d'électrons qui va servir à amener à la cathode, qui va servir à la réduction du métal à plaquer. Donc ça, on le comprend assez bien, là. On l'évalue tout simplement par la quantité de métal réellement déposée sur la plaque par rapport à la quantité théorique de métal obtenue en fonction de la densité de courant. Mais il y a aussi l'efficacité anodique qui se calcule similairement en considérant le poids de métal dissous à l'anode par le courant de plaquage utilisé. Donc autrement dit, l'efficacité anodique, c'est la quantité d'électrons qui provient de l'anode qui va effectivement servir à faire le plaquage. Donc, par exemple, si on plaque du zinc pendant 2 heures à 5 ampères, quelle serait la quantité de zinc dissous en trop dans le bain? Et quels seraient, selon vous, les problèmes susceptibles de se produire dans le bain de plaquage? Donc, là, ce que je fais ici, c'est que je vais immédiatement à l'exemple. Donc, on peut connaître la quantité de métal qui est déposée en théorie. Donc, avec 100% d'efficacité, ce qui est théorique. Lorsqu'on fait le calcul de la loi de Faraday, là, on peut calculer la masse déposée réelle, comme on avait fait un exemple à la capsule précédente en utilisant la formule. Donc, la densité de courant de 5 coulombs par seconde, ou 5 ampères si vous voulez, fois 7200 secondes, qui équivaut à 2 heures, fois la masse molaire du zinc, 65,38 grammes par mol, divisé par la constante de Faraday, 96 500, et par la valence du zinc qui est de 2. Donc, théoriquement, on devrait avoir 12,19 grammes. Étant donné que l'efficacité de courant d'opération, elle est de 95%, donc en réalité, là, il va se déposer 95% de 12,19 grammes, donc 11,58. Ce qui fait une différence de 0,62 grammes entre ce qui est dissous à l'anode et ce qui est plaqué à la cathode sur la pièce. Donc, il y a un 0,62 grammes là, qui va, à chaque 2 heures, qui va s'ajouter en supplément dissous dans l'électrolyte. Donc, c'est au bout de plusieurs jours d'opération, ben, on ajoute sans cesse du zinc en solution dans l'électrolyte. Donc, ça peut produire certains problèmes au niveau opérationnel. Là, ça dérange la stabilité du procédé parce que la dissolution anodique elle est trop élevée. Débalancement chimique de la solution. Donc, on se retrouve avec du zinc en trop dans la solution. Ça crée une baisse de conductivité de la solution et ça peut créer des dépôts de sel dans le fond du bassin. Donc ça c'est une des conséquences finalement des efficacités de courant à la cathode par rapport à l'anode. Je vais faire un exemple. Un électrolyte qui contient du sulfate de nickel à l'état ionique. On fait passer un courant de 2 ampères pendant une demi-heure. Quelle serait théoriquement la quantité de nickel déposée à la cathode? Ben, si on fait le calcul, là, ça donne 1,095 grammes théoriquement, avec le calcul de la troisième loi de Faraday. Et puis là, ben, ce qu'on fait, c'est qu'à l'aide d'une balance, on détermine un poids de 0,9995 grammes. Quel est le rendement de votre bain? L'efficacité cathodique, autrement dit, ben, c'est 91,3%. Là, si on fait le quotient entre 0,9995 et 0,095. Deuxième problème, un exemple concernant l'efficacité cathodique. Le plaquage au nickel de 25 pièces d'acier nécessite 1500 ampères à la cellule et un temps de plaquage de 25 minutes. Donc on a 25 pièces en acier et
Et on utilise un courant total de 1500 ampères pendant 25 minutes. Donc, on nous dit que les conditions d'opération de la cellule de plaquage au nickel sont d'un pH de 4,5. Ici, dans le problème, le pH n'est d'aucune utilité, ni la température. La densité de courant, elle est de 50 ampères par pied carré. Donc, ce qu'on n'a pas comme information ici, c'est la dimension des pièces, la surface totale sur laquelle on plaque du métal. Ben, on l'a. Dans le fond, on peut l'avoir parce qu'on nous donne le nombre de pièces et la densité de courant et le courant. Donc, on peut aller chercher le nombre de pieds carrés sur lequel, au total, sur lequel on fait du plaquage. Et étant donné qu'on sait qu'on a 25 pièces, on va avoir donc le nombre de pieds carrés par pièce ou la densité de courant par pièce. Donc, on nous demande comme question, 3 questions. Quelle est la superficie de chaque pièce à plaquer en pieds carrés et en décimètres carrés? Donc, c'est simple. Donc, il s'agit d'aller prendre le courant, de le diviser par la densité de courant, donc des ampères divisé par des ampères par pied carré. Donc, ça va donner une surface totale, mais on va diviser par 25 pour l'avoir, la surface de plaquage sur chaque pièce. Donc, ça donne comme calcul très simplement 1500 ampères divisé par 50 ampères par pied carré divisé par 25. Ça fait 1,2 pied carré. Et en décimètres carrés, ben, ça donne 11,15. Donc là, je ne fais pas le calcul là, de la transformation de pied carré en décimètre carré. Je pense que vous êtes capable de faire ça. Sinon, si vous me dites que vous n'êtes pas capable d'arriver à la transformation des décimètres carrés, je pourrais prendre du temps pendant... ben, vous pouvez m'écrire ou on pourrait se voir pour que je fasse un dépannage là-dessus, mais c'est quand même assez simple à faire comme calcul. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande comme question? Quel est le poids de nickel déposé en grammes par décimètre carré? Donc, sur chaque décimètre carré, on veut avoir la masse, puis on va vouloir aussi l'exprimer en onces par pied carré. Donc, en grammes par décimètre carré. Fait qu'on va aller chercher la masse totale par la simple loi de Faraday, la troisième loi de Faraday. Donc, on applique la formule. La masse molaire, 58,7 grammes par mol pour en ce qui a trait à la masse molaire du nickel. Oui, c'est nickel. Le courant, qui est de 1500 ampères ou 1500 coulombs par seconde, fois le temps de 1500 secondes, qui correspond à 25 minutes. Et puis, divisé par la constante, 95 500 divisé par 2, qui est la balance. Ça donne une masse totale déposée là, au complet, là, pas sur une pièce, là, sur les 25 pièces, 684 grammes. On peut résoudre aussi le problème d'une autre façon. Là, je vais vous donner, un instant, un tableau. Ça, c'est un tableau. C'est avec ça souvent que les entreprises travaillent. Et là, nous, on va aller sur la ligne du nickel. Et sur la troisième colonne, où ce que vous voyez le chiffre 1,095, c'est le nombre de grammes plaqués par ampère-heure. Donc, les ampères fois heure, autrement dit. Fait que je n'ai qu'à aller prendre le chiffre 1,095 grammes par ampère-heure. Donc, je le fais ici. Attendez un instant. Je vais juste y aller dans l'ordre. Donc, 1,095 grammes ampère-heure. Et là, si je veux avoir des grammes, il faut que je multiplie par le nombre d'ampères et par le nombre d'heures de plaquage. Donc, 1500 ampères fois 25 minutes. Ben, dans le fond, là, c'est en heures. Fait que c'est 25 soixantième heure. Donc, 25 minutes divisé par 60. Et là, on arrive au même chiffre, 684 grammes. Cette masse-là, elle est distribuée sur 25 pièces ayant, et là on l'avait calculé précédemment, 25 pièces sur lesquelles qui mesurent, dont la superficie est chacune de 1,2 pieds carrés. Ou encore 11,15 décimètres carrés. Donc on peut avoir les grammes par décimètre carré. Donc 684 grammes. Masse déposée par pied carré, ben c'est 684.
Donc, j'aurais pu le faire par décimètre carré ici, carrément. Je vais le changer. Attendez un instant. C'est 11,4 grammes. Donc, c'est 11,15 décimètres carrés. Donc, on va marquer ça ici. On va l'avoir direct. 11,15 décimètres carrés. Ça va être plus logique de le faire comme ça. Voilà. Puis là, si vous faites le calcul, vous devriez arriver à la réponse qui est de 2,455. Ici. 455 grammes par décimètre carré. Voilà. Et puis, si vous faites exprimer ça en onces par pied carré, ben, vous pourriez refaire le calcul. Au lieu de prendre les grammes, vous transformez les grammes en onces. Là, mais pour transformer les grammes en onces, ben, comment qu'on fait? On fait deux transformations. On transfère les grammes en kilos. Donc, ça fait 0,684. Là, je ne l'ai pas indiqué. Là, je fais juste le dire de vive voix. 0,684 kg. Pour l'avoir en livres, on multiplie par 2,2. Et puis, il y a 16 onces dans une livre. Fait que là, vous auriez des onces. Là, vous diviseriez par 1,2 pieds carrés. Donc, vous arriveriez au chiffre de 0,8028 onces par pied carré. Et on nous demande au final de calculer l'épaisseur. Moi, j'ai fait un exemple de ça à la dernière capsule. Là. Fait que moi, j'arrive à la réponse de 2758 microns ou encore 0,001086 pouces. Donc, ce que vous prenez la masse 184 grammes, là, vous le divisez par 25 parce que c'est la nombre de masse qu'on applique par plaque. Vous utilisez la masse volumique, la surface, comme on a fait dans un exemple précédent dans l'autre capsule, et vous avez l'épaisseur. Donc au moins vous avez la réponse ici. Là, je vous inviterai à refaire le problème par vous autres-mêmes. Je vais éviter de me répéter, de passer trop de temps sur les mêmes notions. Donc voilà. Facteur influençant la qualité du dépôt. Donc, ça, c'est important en pratique de connaître les facteurs sur lesquels on peut jouer pour obtenir un dépôt avec une adhérence, une brillance et une uniformité. C'est pas les trois principaux facteurs qu'on recherche sur un dépôt. C'est l'adhérence, l'uniformité, ainsi que la brillance de la pièce, généralement, qui sont des qualités recherchées sur un dépôt. Et sur quoi on a le pouvoir d'agir pour s'assurer qu'on ait un dépôt de qualité? Ben, on a la concentration des ions à déposer. Donc, tantôt, je parlais justement qu'il pouvait s'accumuler des ions métalliques. Donc, on essaie d'éviter ça. Il faut que ce soit, autrement dit, la concentration doit demeurer à l'intérieur d'un certain seuil, entre un minimum et un maximum. Dans le cas des électrolytes de nature acide, on va se préoccuper de la concentration des ions hydrogène parce que elles peuvent se déposer à la cathode, donc et gêner la qualité de la surface plaquée. La concentration des ions sulfate qui joue sur la conductivité du bain. La concentration des ions cyanure dans le cas des bains cyanurés. Et concentration des agents tampons. Les agents tampons, c'est des agents qui permettent d'avoir une uniformité sur la pièce. Ça, j'aurai l'occasion de parler plus en détail des agents tampons dans une capsule dans quelques semaines, de manière comment ça agit et puis quel est le résultat qu'on peut obtenir avec des agents tampons. Donc, et pour évaluer tout ça, là, les concentrations de différentes choses, ben, on va faire au moins 3 échantillonnages. Donc, 3 titrations, autrement dit, c'est ce que ça implique. Donc, on va préparer toutes les solutions nécessaires à la titration, vérifier si le niveau de la solution est à son normal. Donc, sinon, on va ajouter l'eau nécessaire et ajouter. S'assurer que tous les sels sont dissous. Donc, quand on fait l'analyse des éléments
en solution, il faut s'assurer que ces éléments-là soient dissous. Donc, il pourrait y arriver qu'il y a des sels à l'état solide qui soient déposés dans le fond. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une agitation plus intense, accompagnée d'un certain chauffage pour aider à la dissolution du sol dans le bassin. Prendre l'échantillon à la température d'opération du bain. Pour l'agitation à l'air, prendre l'échantillon à divers endroits lorsque la solution est agitée. Donc, les 3 échantillonnages, on va essayer de faire ça à 3 endroits différents dans le bain de plaquage. Et quand c'est de l'agitation mécanique, on va prendre un tube de verre aussi long que la profondeur du bassin et échantillonner à divers endroits afin d'obtenir une analyse représentative. Donc ça, c'est important. Ici, c'est un exemple de concentration qu'on veut obtenir là, dans le cas du plaquage au laiton là, pour le cuivre cyanuré et le zinc cyanuré aussi. Euh, donc, ce sont des concentrations dans la littérature là, en onces par gallon qui sont suggérées pour le bon fonctionnement des bains de plaquage. Bon, ici maintenant, je vais m'arrêter là. Donc, je vous l'ai dit, ça va être une toute petite capsule, uniquement pour compléter la théorie que je n'avais pas vue dans les 2 capsules précédentes. La semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer à faire le premier laboratoire. Le premier laboratoire, ça va consister, on ne fera pas de plaquage, on va faire un laboratoire qui va être consacré uniquement sur le contrôle chimique d'un bain de plaquage, en l'occurrence un bain de plaquage au nickel. Donc, on va utiliser une méthode et des calculs particuliers. Donc, vous allez faire de la titration de manière à analyser un bain de plaquage dont la chimie elle est dérangée euh, de façon à connaître les quantités de chacun des produits. Donc là, on parle du sulfate de nickel, c'est le bain de Watt là, qui va être concerné par le premier laboratoire, qui est un mélange de sulfate de nickel, de chlorure de nickel, ainsi que d'acide borique. Donc il va falloir aller mesurer les concentrations de ces 3 éléments-là, et puis calculer la quantité nécessaire de chacun des 3 produits à ajouter pour combler le manque dans la solution de plaquage. Donc c'est ça, ça va être le laboratoire, premier laboratoire. Fait que, ce qui fait que dans la capsule, dans les 2 capsules de la semaine prochaine, ça va être constant. Je vais vous faire un exemple de calcul de comment procéder. Et voilà.